Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. L'entraînement, c'est pas une question de distance ou de chrono, c'est plutôt une question d'intensité et de durée. C'est-à-dire qu'on ne s'entraîne pas en cherchant à parcourir un certain nombre de kilomètres ou en courant un certain temps, mais on cherche à s'entraîner sur une intensité donnée pendant une période donnée, puis une autre intensité pendant une autre période donnée, etc. C'est pour ça qu'en principe, vous vous entraînez au cardio, parce que la fréquence cardiaque, c'est une bonne façon de mesurer l'intensité de l'effort que vous demandez à votre corps. Donc en principe, vous vous entraînez à la fréquence cardiaque. Sauf peut-être si vous faites du fractionné, où là, vous vous entraînez plutôt à un pourcentage de VMA. Alors, la VMA étant liée au VO2 max, mais vous vous entraînez à une allure pendant une période donnée. Sauf que du coup, par rapport à ce que j'ai dit au départ, vous vous entraînez pas en cherchant une intensité. Donc, vous courez sur une allure. Mais si vous entraînez pas sur une piste, alors ça va être difficile de maintenir cette allure de manière parfaitement constante parce que dès qu'il y aura le moindre dénivelé, votre fréquence cardiaque va monter pour maintenir la même allure. Ou bien alors, vous essayez de faire de l'intensité et il va falloir baisser votre allure pour maintenir la fréquence cardiaque. Bref, ça se complique un peu. Alors, vous entraînez probablement de cette façon parce que vous n'avez jamais testé la puissance en course à pied. Moi, ça fait 6 mois que j'expérimente le capteur de puissance Stryd. Et je vais vous donner dans cette vidéo 3 raisons majeures de passer sur Stryd. Je vais vous donner une première raison de façon orale et pour les 2 dernières, on va aller voir des analyses qu'on fait sur le Power Center qui est le logiciel d'analyse de Stryd. Bien sûr, à tout moment, dès que vous trouvez cette vidéo intéressante, mettez-y un j'aime, ça va permettre à d'autres gens de voir que c'est une vidéo intéressante et ils viendront apprendre ce que vous aurez appris aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vais rétablir une vérité. Le capteur Stryd, même si c'est communément admis comme étant le meilleur capteur de puissance pour la course à pied, il ne mesure pas vraiment une puissance. En fait, c'est impossible. Jamais aucun capteur de course à pied n'arrivera à mesurer une puissance réelle. C'est ça la différence avec le vélo. Sur le vélo, on place un capteur sur une pédale ou sur une manivelle et on mesure la force qu'applique le cycliste. Là, en course à pied, jamais aucun capteur, on ne pourra jamais le faire croire, ne pourra mesurer l'effet de la nature du sol, par exemple. Sauf qu'on a tous expérimenté que quand on court sur une plage, dans du sable, c'est beaucoup plus dur de courir à la même vitesse que sur du goudron. Et ça, un capteur positionné sur une chaussure, il n'arrivera jamais à le mesurer. Alors que en cyclisme, eh bien, un capteur de puissance, il va prendre en compte le poids du vélo, l'aérodynamisme, etc. Tout ça, ça va être pris en compte parce qu'on mesure directement la force qu'applique le cycliste sur la pédale. Alors au départ, c'est vraiment ça qui me rendait dubitatif sur l'intérêt de la puissance en course à pied. À partir du moment où la valeur qui est donnée par le capteur, c'est pas la vraie valeur qui est développée par vos jambes. Bon, je me demandais un peu ce que c'était que cette entourloupe là. J'ai revu un peu mon jugement en l'essayant, et en fait, il faut prendre ça comme une métrique, comme une nouvelle métrique d'entraînement, qui prend en compte tout un tas de facteurs, à commencer par le poids, la vitesse, donc le poids du coureur, la vitesse à laquelle on court, l'accélération, le dénivelé, ça on y reviendra, parce que c'est super utile par rapport au cardio, etc. Et puis ça passe dans un algorithme et on en sort une valeur en watts. Donc ce n'est pas vraiment la puissance qu'on développe par nos jambes, mais c'est un super indicateur de l'intensité de notre course. Donc la première raison, c'est que c'est une métrique dont vous allez pouvoir vous servir sur tous vos entraînements. Si vous entraînez au cardio et que vous faites du fractionné, même sur piste, en fait, vous vous entraînez au cardio par rapport à des zones cardio, mais en revanche, sur piste, vous courez par rapport à une allure. Là, avec la puissance, vous allez retrouver la même chose que pour le cardio, c'est-à-dire que vous aurez une puissance max, vous aurez 5 zones de puissance, et vous aurez même une puissance critique,
qui est calculée maintenant automatiquement par Stryd et qui est la puissance au seuil, donc l'équivalent de la FC seuil. Et puis, lorsque vous faites du fractionné, eh bien, au lieu de courir à une allure donnée, vous allez courir à une puissance donnée pendant un laps de temps. Ce qui fait que du coup, vous allez vous entraîner avec la puissance sur toutes vos séances d'entraînement. Que ce soit de l'endurance fondamentale, eh bien, vous courrez en zone de puissance 2, ou alors une séance au seuil, eh bien, vous utiliserez votre critical power, la puissance critique, ou bien du fractionné, et là, vous pourrez monter dans les zones de puissance plus élevées en ciblant une plage de puissance de tant de watts à tant de watts pour vos séries de travail en fractionné. Donc c'est une métrique qui va vous servir sur tous vos entraînements, ça simplifie pas mal les choses quand même. La deuxième raison, c'est que par rapport au cardio, la puissance, c'est une métrique qui est plus réactive et qui prend en compte le dénivelé. Et pour ça, on va aller voir en pratique sur un enregistrement sur le Stryd Power Center. Là, on est dans le Power Center de Stryd. Donc cette séance, j'ai fait 10 minutes d'échauffement et ensuite j'ai fait des alternances d'allure, 2 minutes rapide, 1 minute lent. Donc les séquences rapides, je suis autour de 5 minutes au 1000 et sur les parties lentes, plutôt 6,30, 6,15. Alors on va zoomer un petit peu sur les 3 premiers blocs. Et là, vous voyez que la puissance suit de manière réactive les variations d'allure et on va mettre en rouge la fréquence cardiaque. Et là, vous voyez qu'on n'a plus du tout cette impression de bloc. On voit plutôt quelque chose de sinusoïdal, quoi. C'est-à-dire que lorsque je commence une portion rapide à 13 minutes, ma fréquence cardiaque, elle monte pendant 1 minute 50 et ensuite elle redescend pendant 1 minute 20 alors que je suis sur une phase de récupération de 1 minute. Et de nouveau, lorsque je repars en rapide à 16, eh bien, j'atteins une fréquence cardiaque max, alors qui n'est pas élevée parce que je ne suis pas dans des allures très rapides, mais donc j'atteins 168 au bout de 1 minute 26. Donc vous voyez que quand on veut s'entraîner à l'intensité, eh bien, dire qu'on s'entraîne sur une base de cardio, ce n'est pas très réactif sur ces séances de variation d'allure rapide. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. J'enlève la fréquence cardiaque et je mets le profil d'altitude. Alors, vous allez voir les valeurs, hein, c'était absolument pas de la montagne. Je suis passé ici de 43 à 44 mètres à ici 50. Donc c'est juste une petite pente de 6 mètres. Et pourtant, vous voyez sur cette portion-là, de ici à là, vous voyez que l'allure diminue parce que je suis en montée. Donc je suis passé de 4,45 à 5 en gros. Et bien pourtant, la puissance, elle augmente. La puissance, on est passé ici de valeur de plutôt de 260 watts à ici plutôt 290. Donc vous voyez, quand je parle de réactivité en termes d'intensité, il y a la réactivité par rapport à la fréquence cardiaque et il y a aussi la prise en compte du moindre petit dénivelé. Et donc, on va pouvoir, en s'entraînant à la puissance, eh bien, se fixer des objectifs de zone de puissance où on a une limite basse, une limite haute, et on s'entraîne dans cette zone de puissance, quel que soit le profil de pente du terrain sur lequel on s'entraîne. Ça permet de s'entraîner en respectant réellement les blocs et les séries qu'on s'est fixés dans l'entraînement et en s'affranchissant du terrain, puisque eh bien, dès qu'il y a une petite pente, on va juste chercher à maintenir, non pas maintenir la courbe d'allure à l'allure qu'on s'était fixée, mais à maintenir la courbe de puissance à la puissance qu'on s'était fixée.
Enfin, la troisième raison, eh bien, c'est que le capteur Streed va aussi permettre de travailler sa foulée, d'étudier un certain nombre de facteurs et de voir, in fine, sur le résultat, sur la puissance ou au contraire l'économie de puissance. Donc travailler l'économie de foulée, travailler l'efficacité de la foulée en fonction de différents facteurs. On va voir ça sur le Power Center. Alors ici, j'ai couru de manière à peu près constante, autour de 5,15 au kilomètre. Vous voyez pas vraiment de variation dans mon allure. Ici, j'ai fait varier la cadence. J'ai couru pendant 2 minutes à une cadence d'à peu près 170 pas par minute, puis 2 minutes à 155, 160, de nouveau 2 minutes 170, etc. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur l'intérêt d'augmenter sa cadence en course à pied. Je vous mettrai le lien en description. Et là, vous allez voir que avec Streed, on arrive de manière très concrète à voir l'impact des variations de cadence. Et puis derrière, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut étudier en termes de technique de foulée. Alors, je vais zoomer un peu. Alors, la première donnée qu'on peut étudier, c'est le form power. Le form power, c'est en gros la quantité d'énergie que vous avez dépensée pour pas avancer. Donc, c'est la part d'énergie que vous avez, c'est comme si vous aviez couru sur place. Voilà, quand vous vous êtes déplacé, eh bien, il y a une partie des 250 watts que j'ai développé en moyenne qui a été utilisée pour avancer, et il y a une partie qui a été utilisée pas pour avancer. Et donc là, Streed l'a mesuré en moyenne à 76 watts, et on voit que ça suit un mouvement exactement inverse de ma courbe de cadence. C'est-à-dire que lorsque je cours avec une grande cadence, j'ai une puissance alors un form power, donc la puissance qui ne sert pas à avancer, qui est autour de 75 watts. Et lorsque ma cadence baisse, pas grand-chose, hein, juste de 10-15 pas par minute, la part de puissance inutile, elle passe à 80 watts. Autre chose qu'on peut étudier, le temps de contact au sol. Alors, voilà, les échelles ne sont pas super, mais on a un temps de contact au sol de 250 millisecondes contre 260, 250, 270. Or, vous savez, j'en ai parlé dans différents articles, le temps de contact au sol est lié à la vitesse, c'est-à-dire que plus on a un temps de contact au sol élevé, moins on court vite, et à l'inverse, plus on court vite, plus on a un temps de contact au sol réduit. L'autre valeur, c'est le leg spring stiffness. Ça, c'est une mesure de l'effet ressort de vos jambes, de vos tendons, de vos muscles, etc. Donc, lorsque vous heurtez le sol et que vous repoussez, à la différence du vélo où il faut toujours appliquer une force sur les pédales, il n'y a pas d'inertie. En course à pied, il y a une forme d'inertie où vous allez regagner de l'énergie. Donc ça, c'est de l'énergie gratuite en fait. C'est juste que vous êtes, lors d'une foulée, vous montez un petit peu en hauteur, vous heurtez le sol, et puis là, vos tendons ont une forme d'élasticité. Bon, cette élasticité, elle est la plus exacerbée chez les kangourous par exemple, hein. Ils ont d'énormes tendons sur leur patte arrière et qui leur servent à rebondir sans devoir développer une force énorme à chaque saut. Bon, là, vous voyez que le leg stiffness, c'est-à-dire l'effet de retour d'énergie, eh bien, même chose. Il est meilleur sur une cadence élevée que sur une cadence faible. Ensuite, on a les oscillations verticales. Donc là, c'est à quelle hauteur on saute en verticale pour faire une foulée pour avancer. Donc,
on se doute bien que plus on cherche à aller loin, plus on va sauter haut. Et donc, plus ça va nous coûter d'énergie. Donc là, on le voit, lorsque j'ai une cadence élevée, une oscillation verticale d'à peu près 7 cm, et dès que je diminue la cadence, eh bien, mon oscillation verticale passe à 7,8, presque 9 cm. Et donc ça, c'est la part qu'on retrouve dans l'énergie perdue du form power. Donc vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut faire en termes d'analyse de foulée. Il y a encore d'autres facteurs qu'on pourrait étudier comme ça. On pourrait étudier la prise d'appui. Est-ce qu'une prise d'appui médio-pied, avant-pied vous permet d'optimiser la technique de foulée? On pourrait aussi étudier l'impact du matériel. Est-ce que le fait d'utiliser des chaussures à plaque carbone permet d'économiser par exemple du form power ou bien donc est-ce que ça permet d'aller plus vite à une puissance donnée ou est-ce que ça permet juste d'économiser une partie de l'énergie mais sans aller plus vite? Donc ça c'est tout un tas de facteurs qu'on peut étudier grâce aux différentes mesures du STRID. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aller sur le blog Montre Cardio GPS. Il y a un article sur lequel je détaille l'intérêt de passer à la puissance en course à pied pour s'entraîner. Et puis surtout toutes les solutions qui existent pour mesurer la puissance parce que un STRID n'est pas le seul capteur de puissance. Et si ça se trouve, avec la montre Garmin, si vous avez une ceinture cardio qui est compatible, eh bien, vous pouvez aussi faire de la puissance. Il y a aussi des montres Polar et Coros qui développent la puissance au poignet. Et donc, finalement, vous pouvez peut-être vous essayer à commencer à travailler les entraînements à la puissance sans forcément acheter un nouveau capteur. Donc, je vous mets le lien de l'article dans la description et puis je vous laisse aller voir ça.